En Mauritanie, le poisson rapporte beaucoup d'argent. La pêche emploie une main-d'œuvre importante et représente environ 4% du produit intérieur brut mauritanien. Avec plus de 720 km de façade maritime, des courants venant des Canaries et de Guinée, aidés au fond, la Mauritanie est une zone privilégiée pour la pêche. Deux types de pêcheurs sont actifs en Mauritanie. D'une part, nous retrouvons plus de 3000 pirogues. Les marins piroguiers partent tôt le matin et reviennent l'après-midi, la barque pleine. C'est alors le branle-bas de combat sur la plage. Les porteurs s'animent pour transporter les caisses de sardinelles et autres sur le quai. Ils y sont directement vendus par l'eau. Le manège des transporteurs est amusant. Une forme de rétribution directe est tolérée en laissant tomber l'un ou l'autre poisson dans leur poche kangourou. À côté de ces artisans pêcheurs, 2500 marins sont embarqués dans les chalutiers ou navires-usines étrangers. La plupart du temps, les poissons sont stockés et congelés pour être envoyés dans le pays d'origine, comme l'Union européenne, le Japon ou encore le Brésil. Pour pêcher dans les eaux territoriales mauritaniennes, les navires doivent avoir une licence de pêche. Ces licences rapportent gros à l'État mauritanien, soit plus de 25% des recettes totales du pays. Pour régler toutes ces questions administratives, la société de pêche étrangère recourt au service d'un agent local qui agit comme intermédiaire avec les autorités. Cette surpêche a néanmoins un effet dévastateur qui menace l'abondante biomasse en Mauritanie. C'est pourquoi l'utilisation de quotas et la réglementation est indispensable. اسمها بشركة صيد بحري تقوم بخدمات في إطار عون الشرائك الأجنبية من أجل تسوية أمورها الإدارية الموريتانية، تشغال البحارة على متنها وتمثيل مصالحهم في البلد. Créer des richesses autour de soi dans un pays qui en manque tant, qui est encore faible en infrastructure, est un fantastique challenge. Rien qu'à savoir qu'on peut sortir des dizaines de familles de précarité, ça fait un grand plaisir. C'est un encouragement permanent que l'on a. Et cela sans être philanthrope. Je ne le suis pas, je suis un homme d'affaires. Quand j'ai fait un contrat, je le fais très sérieusement. Je ne le fais pas en oubliant mon intérêt. Mais si en plus cet intérêt, je peux créer de la richesse autour de moi dans ce pays qui en manque tant, j'en suis encore beaucoup plus satisfait et surtout c'est un fantastique boost, c'est un encouragement permanent. Je recommanderais vivement de s'intéresser particulièrement à un remarquable livre fait par une américaine, professeure d'université qui s'appelle Gillian Lydon, On Trans-Saharan Trails, qui est une référence, je pense, du genre, parce qu'il explique ce que les gens, le commerce tel qu'il se faisait au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Je pense que c'est le meilleur résumé d'un commerce dans des conditions extrêmes, dans le désert. Les jeunes Belges doivent savoir que ces difficultés que l'Europe actuellement traverse ne doivent pas rendre les gens aussi négatifs. Il faut se battre. Nous, on se bat dans un environnement où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'administration encore très au point, où il faut tout créer. Ouais. Que si nous, en Mauritanie, nous arrivons à faire ça, la Belgique, si bien placée, il faut oser. Il faut oser et il faut se battre. Rien n'est acquis d'avance. Vous avez beaucoup d'acquis. On ne les a pas ici. Et on se bat. Cet esprit que nous avons, je pense que vous devez, vous encore, l'avoir beaucoup plus. Et puis, innover. Innover. On peut faire maintenant en Belgique des choses pour la Mauritanie, ou pour la Malaisie, ou pour ailleurs. Je pense que c'est ça. Venez nous voir. Que certains d'entre vous pensent à venir, par exemple, faire des algues en Mauritanie, les sécher, les envoyer en Europe. Ça peut se faire. Je pense que de plus en plus, aussi bien chez vous qu'ailleurs, de nouvelles perspectives s'ouvrent. Le monde devient un petit village.